Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Je suis Ndéa Yoka. Voici les titres de cette édition. Quelle priorité pour la prochaine administration au Cameroun? Le bilan économique de ces dernières années reste préoccupant avec industrie et emploi des jeunes en première ligne. À Madagascar, la crise politique menace déjà une économie fragile et le quotidien des Malgaches, avec les commerces et le tourisme frappés de plein fouet. Nous terminerons l'émission en suivant le partenariat stratégique entre l'Afrique du Sud et l'Union européenne et les opportunités qu'il ouvre pour l'énergie verte. Après le scrutin présidentiel, le Cameroun reste dans un climat d'incertitude et de prudence économique. À Yaoundé, la consommation recule, les commerces tournent au ralenti et certains s'interrogent sur l'avenir. Dans le climat d'incertitude qui entoure l'élection présidentielle qui s'est tenue au début du mois, Yaoundé retient son souffle et cette attente se fait déjà sentir dans l'économie. De nombreux Camerounais limitent leurs dépenses, préfèrent conserver leurs économies par prudence, voire par crainte d'éventuelles tensions post-électorales, à la grande frustration des commerçants locaux. Mes ventes ont diminué parce que la majorité de mes clients présentement ont peur qu'il y ait quelque chose dans le pays et préfèrent plus garder leur argent pour eux, au cas où quelque chose arrive, ils puissent manger ou prendre soin d'eux. Le pays, dirigé par Paul Biya depuis 1982, traverse une crise économique qui touche tous les secteurs. L'industrie, le commerce, la consommation et la petite épargne sont paralysés, avec des répercussions jusque chez les chauffeurs de taxi. Tout est bloqué, rien ne marche. C'est plus pire qu'avant. Tout ce qu'on attend, c'est que Dieu sauve le Cameroun parce qu'on est dépassé. Selon l'économiste Dieudonné et Somba, au-delà de l'impact économique, l'élection met en lumière un enjeu majeur, l'engagement d'une jeunesse en quête d'opportunités. Pour une jeunesse qui est frappée par un chômage massif, que cette jeunesse-là tente d'augmenter son implication dans la campagne électorale. L'élection présidentielle d'octobre marque un moment décisif pour le Cameroun. Le principal défi pour le prochain gouvernement sera de créer des emplois pour une population jeune qui représente plus de 60% du pays, avec plus de 35% de chômeurs. Avec nous cette semaine depuis Yaoundé, l'économiste camerounais Eugène Nyambal. Monsieur Nyambal, bienvenue dans Business Africa. Déjà, quel bilan faites-vous de la gouvernance de Paul Biya d'un point de vue socio-économique? Lorsque l'on voit l'état de délabrement des infrastructures économiques et sociales, qu'il s'agisse des routes, de l'état des hôpitaux, de la vie chère, de l'absence d'emploi pour les jeunes, du fait que le Cameroun importe quasiment tout ce qu'il consomme, de la montée de l'endettement. Donc le bilan, il est négatif. Et notre jeunesse nous adresse un message clair. Nous avons de plus en plus de jeunes bien formés, désœuvrés, qui veulent quitter le Cameroun pour aller ailleurs. Et lorsque je vois les politiques mises en œuvre au cours de ces dernières années, ils ne permettront pas au Cameroun de relancer la machine économique et sociale. Et les programmes que nous avons, en particulier avec le FMI, n'abordent pas les vrais problèmes du Cameroun. Et le Cameroun a promis à sa population de s'engager dans une émergence d'ici 2030. En fait, on est en train de prendre un chemin qui est divergent, qui ne va pas vers l'émergence. Selon vous, quelles seront les priorités économiques immédiates du prochain gouvernement? Je pourrais articuler ces priorités en quelques axes. Donc le premier, c'est envoyer un message d'espoir aux Camerounais sur l'amélioration de leur bien-être et sur l'égalité des chances. Et qu'on restaure la méritocratie. Le deuxième axe, c'est de prendre des mesures d'urgence pour lutter contre la vie chère. L'autre priorité, à mon avis, c'est d'avoir des programmes d'urgence sur la salubrité publique, c'est-à-dire le problème des voiries et le problème de la réfection des routes. Le Cameroun est aujourd'hui dans un état de crise profonde. On doit faire un audit des finances publiques pour avoir l'état exact de la dette, réallouer les ressources, parce que l'État consomme trop de ressources. Il y a un gouvernement pléthorique de 70 membres, et donc
dégager des ressources pour financer les programmes d'urgence et avec un message clair que le Cameroun est en train de tourner le dos à la culture des détournements de deniers publics. Mais maintenant, en parallèle, on doit organiser une série de tables rondes. Il faut que le Cameroun ait à nouveau une boussole, un cap pour mener les réformes. Quel est aujourd'hui le positionnement régional du Cameroun? Quelles transformations sont primordiales? Ici, chez nous, on a un problème depuis plus d'une dizaine d'années où le Cameroun ne joue plus son rôle de locomotive des économies régionales. Notre pays doit reprendre son rôle de leader dans la sous-région. Si on veut s'en sortir, on doit faire des réformes au niveau des institutions, c'est-à-dire la constitution du Cameroun, est-ce qu'elle répond encore à nos défis et à nos besoins? Je pense que non. Le gros des ressources est de plus en plus absorbé par le service de la dette. Donc, on ne peut sortir de ce piège que par des mesures fortes visant à diversifier l'économie, c'est-à-dire relancer les bases de production du Cameroun au niveau agricole, industriel, s'organiser pour avoir des pôles de croissance et puis encourager des capitaines d'industrie comme le Nigeria et les autres pays l'ont fait. Donc on réduit le train de vie de l'État, on va booster le secteur privé pour relancer la croissance et on doit arrêter la logique dans laquelle le Cameroun est de plus en plus en train de vendre tous ses actifs aux étrangers au lieu de consolider une classe d'hommes d'affaires forts. Monsieur Nyambal, je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup. La rue gronde à Madagascar et l'économie du quotidien encaisse les premiers coups. Commerçants, familles et opérateurs du tourisme voient leurs revenus s'effondrer entre mutineries, pillages et activités au ralenti. À Madagascar, la crise actuelle plonge ses racines dans un malaise économique profond. Hausse des prix, chômage et accès limité aux services essentiels ont nourri la colère d'une population déjà éprouvée. Depuis fin septembre, les manifestations se sont multipliées, révélant une contestation sociale durable. Le limogeage de plusieurs ministres n'a pas suffi à calmer la rue. La défiance persiste. Le week-end du 12 octobre marque un tournant. Des soldats mutinés affirment avoir pris le contrôle de l'armée. Le président Andry Rajoelina, arrivé au pouvoir en 2009 avec l'appui des militaires, dénonce une tentative de coup d'État et appelle à défendre l'ordre constitutionnel. Dans ce contexte tendu, les conséquences se font sentir sur le terrain économique. Bien évidemment, beaucoup de Malgaches craignent que cette crise politique qui dure depuis bientôt 3 semaines ne se transforme en véritable crise économique. Des dizaines de magasins ont été pillés. Une libraire qui a vu sa librairie dévastée a estimé les dégâts à plus de 80 000 €. Et dans les commerces qui n'ont pas été touchés par les pillages, ils enregistrent également une perte drastique de leur clientèle et de leur chiffre d'affaires. Bien évidemment, le secteur du tourisme est un secteur très touché puisque de nombreux vols ont été annulés et de nombreux potentiels touristes ont également annulé leurs réservations de voyage. Cette instabilité frappe une économie déjà fragile. Plus de 75% des Malgaches vivent sous le seuil de la pauvreté et 80% de l'activité reste informelle. Dans les prochains jours, l'enjeu sera de restaurer et relancer rapidement pour éviter que la crise politique ne se transforme en paralysie économique durable. L'Union européenne injecte 11,5 milliards d'euros dans la transition énergétique sud-africaine. Un partenariat stratégique pour Pretoria qui cherche à diversifier ses alliances face aux tensions avec Washington. L'Afrique du Sud se rapproche de l'Union européenne dans un partenariat économique stratégique. Cette semaine, l'UE a annoncé un investissement massif de 11,5 milliards d'euros pour soutenir le développement des énergies propres, des infrastructures de transport et des projets de santé dans la plus grande économie du continent. L'objectif est clair, accélérer la transition vers des énergies renouvelables et réduire la dépendance au charbon qui représente encore près de 85% de l'électricité nationale. Cet investissement inclut la création de nouvelles capacités de production, la modernisation du réseau électrique et le stockage de l'énergie.
Pour l'Afrique du Sud, ce soutien européen ne se limite pas à l'énergie, il marque un tournant stratégique dans ses relations internationales. Ce rapprochement avec l'Union européenne intervient dans un contexte de tensions économiques marquées avec les États-Unis. Depuis août, le président Donald Trump a imposé des droits de douane de 30% sur les exportations sud-africaines vers les États-Unis, une mesure qui, selon le gouverneur de la Banque centrale sud-africaine, pourrait menacer près de 100 000 emplois dans l'industrie automobile. Dans ce contexte, l'Europe pourrait jouer le rôle d'un partenaire stratégique pour l'Afrique du Sud, tandis que le pays tente de combler le vide laissé par les États-Unis, notamment après l'interruption fin septembre de l'African Growth and Opportunity Act, qui offrait aux pays africains éligibles un accès préférentiel au marché américain. Voilà qui conclut Business Africa. Pour revoir cet épisode, rendez-vous sur africanews.com et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt.